cette ultime table ronde, on accueille donc Isabelle Adno, présidente de l'Agence du numérique en santé. Bonjour. On accueille Ella Gariani, déléguée au numérique en santé, Alain Issarni, CEO de Numspot, et Mostafa Lassik, directeur général du MIPI et futur DG du MIPI-CIB. Alors on va commencer avec vous, Mostafa. Votre actualité a incontestablement marqué la fin de l'année 2023. Donc on a annoncé dans les colonnes de l'APM Éthique Santé une fusion entre le MIPI et le CIB. Et on imagine bien que vous avez encore beaucoup à faire pour 2024. Là. Est-ce que vous pouvez peut-être lever un peu le voile sur les premières étapes de cette fusion? Concrètement, pourquoi vous avez fusionné déjà? Quels sont les enjeux et qu'est-ce que vous allez faire là, dans les prochains mois? Merci Vassinia. Écoutez, je vais essayer de faire synthétique compte tenu de l'heure. Puisque les gens sont venus. Oui. Je suis très heureux en tout cas d'avoir l'opportunité de mettre la lumière sur ces deux beaux GIP, le MIPI et le CIB, et sur nos femmes et nos hommes qui tous les jours effectivement promeut et développe nos deux structures. Ça fera près de 1500 personnes d'ici janvier 2025, puisque au 1er janvier 2025, effectivement, nous aurons fusionné entre le MIPI et le CIB. D'où vient cette fusion ? J'ai envie de dire, quand on rencontre nos adhérents qui sont principalement des établissements publics de santé, parce que le CIB et le MIPI sont deux groupements d'intérêt public, des structures de coopération, on est des industriels publics, qui œuvront depuis plusieurs décennies, finalement, dans l'accompagnement des établissements publics de santé d'abord. Aujourd'hui, on s'est élargi évidemment en dehors, notamment de la santé, mais principalement plus de 90% de notre activité est dédiée aux hôpitaux. Et avec eux, on travaille en co-construction pour innover, inventer le numérique de demain. Et avec eux, on les accompagne dans la transformation digitale. Et lorsqu'on rencontre nos adhérents, lorsqu'on rencontrait déjà, ils nous disaient « mais qu'est-ce que vous attendez pour fusionner, pour vous regrouper ?» Et puis, depuis peu, on a annoncé effectivement, à l'occasion de nos conseils d'administration de fin d'année dernière, notre fusion. On est très très heureux et très fiers de cette validation. Et on nous dit enfin. Donc c'est une histoire naturelle finalement entre deux GIP assez classiques qui ont décidé dans le cadre d'une feuille de route du numérique national 2023-2027 qui est très ambitieuse mais avec laquelle on est parfaitement et totalement aligné, de se dire ensemble, à deux, on va aller plus loin, on va aller encore plus fort. Il faut savoir que le MIPI et le CIB aujourd'hui, on est présent dans 123 GHT. GHT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est groupement hospitalier de territoire. Il y en a 135, 136, 137 aujourd'hui en France. Et donc, on voit là qu'il y a la nécessité, en tout cas pour ce futur acteur, d'être en capacité d'accompagner le plus possible cette feuille de route. Donc, on est venu finalement, c'est venu de là, et j'ai engagé avec mon homologue Olivier Maurice-Morand, qui est le directeur général du CIB, dès ma nomination à la tête du MIPI en 2020, les travaux qui ont conduit, et on en est très heureux, à cette fusion. Donc très clairement, notre enjeu pour 2024 et puis pour les années qui arrivent, c'est d'abord d'essayer d'être concentré le plus possible sur les adhérents, nos hospitaliers qui nous font confiance, et de mettre en œuvre la feuille de route 2023-2027. C'est vraiment l'enjeu principal. Évidemment, pour réussir ces enjeux, on a la nécessité de se réorganiser en interne. Donc on a lancé énormément de travaux de réorganisation. L'objectif pour nous, c'est de travailler pas en mode tunnel et d'être au contraire très très ouvert et encore plus en contact, j'ai envie de dire, avec nos adhérents. Donc on a lancé plein de chantiers de réorganisation interne avec une gouvernance de préfiguration qui se met en œuvre, mais surtout avec l'ambition d'accélérer encore plus de manière concrète. On a parlé aujourd'hui, au fur et à mesure des séances, d'être le plus concret possible, d'avoir la capacité d'essayer d'accompagner nos hôpitaux. Dans nos priorités d'action immédiates sur 2024, j'en vois trois. La première, c'est la convergence des systèmes d'information dans les hôpitaux. Ce n'est pas terminé. Il y a des endroits qui ont bien avancé, pratiquement terminé, mais il y a encore énormément d'endroits où ce n'est pas encore le cas. Et le MIPI comme le CIB, on est des acteurs qui travaillent énormément, évidemment, sur ces sujets. Le deuxième, c'est accompagner les établissements dans leur transformation digitale. Et la transformation digitale,
des services nécessite évidemment de pouvoir intégrer un certain nombre de services à haute valeur ajoutée. L'IA, comme on a pu le dire aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention au CIB et au MIPI de faire tout seul. Au contraire, on va travailler avec des acteurs. On en a pas mal dans notre écosystème. D'ailleurs, on s'est regroupé dernièrement puisque j'ai l'honneur d'être aussi président de la SYMPA, l'Alliance du numérique souverain éthique en santé, et on s'est ouvert dernièrement à tous les acteurs, pas uniquement publics, acteurs privés, parce que je pense qu'on a la nécessité aujourd'hui d'arrêter nos querelles historiques et d'être vraiment concentré sur cette feuille de route ministérielle. Donc on est vraiment focus là-dessus. Et le troisième point, qui est très important, qui est très concret, c'est la cybersécurité, parce qu'il y a la nécessité, évidemment, on parle depuis ce matin de valorisation de la donnée, d'IA, mais ça nécessite également de renforcer la cybersécurité. Ce sont des actions sur lesquelles on s'est fortement concentré et sur lesquelles on a annoncé une offre concrète qui se met, donc MIPI-CIB, qui se met en œuvre avant même la fusion. Donc notre actualité, elle est vraiment concentrée sur cette feuille de route, sur ces priorités que je viens de vous indiquer, et on a vraiment cette ambition, au 1er janvier 2025, de créer un groupe public d'excellence en France. Un groupe public d'excellence qui va intervenir effectivement sur tous ces enjeux à la fois de développement de solutions et d'intégration de nouvelles technologies, d'IA générative, on en a pas mal parlé. Ce sont des travaux qu'on est en train de mener aujourd'hui autour de ces sujets et on va avoir une offre vraiment dédiée autour de l'IA et de la data. C'est vraiment une valeur ajoutée de cette fusion et c'est une offre sur laquelle ni le MIPI ni le CIB seuls étions par le passé. Ensuite, on va évidemment renforcer le développement de notre dossier patient informatisé à l'hôpital avec toutes les questions d'IA. On voit très bien qu'aujourd'hui, le professionnel de santé, si on prend un exemple de la feuille de route qui est faire gagner du temps aux soins, eh bien, il faut être en capacité effectivement de permettre aux professionnels de gagner du temps. Donc c'est une nouvelle façon d'interagir avec son dossier patient informatisé, de lui poser une question, d'avoir directement une réponse. Donc on voit très bien qu'il y a la nécessité de continuer à innover. Et cette innovation, c'est notre marque de fabrique. En tant qu'industriel public, on l'a toujours co-construite à l'hôpital. Ce n'est pas nous qui décidons, ce sont nos adhérents qui décident un petit peu de toutes ces évolutions, en tout cas que nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà en quelque sorte les enjeux. J'espère avoir répondu à cette question. C'est très clair, merci. Merci Moustapha. On va continuer avec vous. Alain Issarni, vous êtes le président exécutif de NumSpot, un acteur du cloud souverain, qui a été co-créé avec 4 entreprises françaises du secteur public et privé, Banque des Territoires, DocaPost, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom. Et vous venez de souffler votre première bougie en octobre dernier. Alors, en quoi c'est important d'avoir ce cloud souverain et pourquoi l'avoir construit avec ces différents acteurs? Bon, merci pour l'invitation. Vous avez 2 heures. Si on parle de souveraineté, on peut parler pas effectivement pendant beaucoup de temps. Donc merci pour l'invitation, merci pour votre courage. Là, on est soit à l'heure de la pause méridienne, soit à l'heure de la sieste, donc ça reste d'être un peu compliqué. Plus sérieusement, pourquoi un cloud souverain? Et nous, on rajoute cloud souverain et de confiance. Chacun a sa définition de la souveraineté. Il y a la souveraineté qui ne nous appartient pas, qui appartient à celle des États. Aujourd'hui, on constate que le cloud, c'est plus de 70% de gros acteurs hyperscalers qui sont outre-Atlantique. Ça doit, j'allais dire aussi, un peu éveiller l'attention là-dessus. Voyons voir ce qui va se passer le 5 novembre prochain lors des élections, mais ça peut être aussi des motifs d'inquiétude. Dans la souveraineté, il y a aussi ce que l'on appelle assez souvent l'immunité aux lois extraterritoriales, qui est un sujet extrêmement compliqué. Ça fait partie des préoccupations que l'on doit avoir quand on parle de données et d'accès aux données. Après, il y a de la souveraineté avec un petit S, j'allais dire, celle qui appartient un petit peu plus aux entreprises et à chacun. Je crois que c'est Dominique Pont ce matin qui disait ou qui caractérisait ça, lui, par la maîtrise de son avenir, je crois, ou de ses dépendances. Oui, c'est important aussi de le regarder sous cet angle-là et de regarder les technologies que nous utilisons. Côté NumSpot, on va utiliser essentiellement, si ce n'est exclusivement, des outils libres en fait, pour éviter de dépendre d'acteurs qui parfois sont un peu trop conscients de leur rôle et de leur pouvoir et qui peuvent avoir des politiques commerciales un peu désastreuses. Donc vous voyez, il y a plusieurs volets sur l'angle souveraineté, qui est celle qui appartient aux États et qui est du régalien, et il y a celle qui peut aussi intéresser les uns et les autres. On rajoute tout de suite après, en fait, confiance. Confiance, le mot est utilisé, d'ailleurs souveraineté aussi, il est très utilisé. Néanmoins, je pense qu'en France, il est communément admis
de dire que confiance, en fait, ça correspond au référentiel SecNum Cloud. Et donc, en fait, ce que l'on est en train de bâtir côté NuSpot, c'est bâtir un cloud souverain et de confiance, c'est-à-dire viser quelque chose qui nous met à l'abri ou qui mettra les clients à l'abri des dépendances un peu trop fortes, qui les mettra à l'abri des lois extraterritoriales et qui ajoutera à tout cela un très très haut niveau d'exigence sur la sécurité. SecNum Cloud, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cela, c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire à coup sûr en France et probablement en Europe, en fait le plus haut niveau d'exigence qui existe sur les contraintes qui pèsent pour un fournisseur de cloud pour pouvoir assurer et garantir la sécurité des données. C'est tellement vrai qu'en fait il y a très peu d'acteurs qui sont qualifiés SecNum Cloud, mis à part un acteur qui est qualifié sur du SaaS vertical collaboratif, il n'y a que 4 acteurs à date qui sont qualifiés SecNum Cloud. Et je rajouterai qu'ils ne sont qualifiés sur du SecNum Cloud que sur des offres, sans que ça soit péjoratif vis-à-vis d'eux, parce que c'est déjà une belle aventure que d'avoir réussi ça, qui sont qualifiés que sur des offres IaaS, c'est-à-dire infrastructure as a service, pas extrêmement riches. Et donc le but de NuSpot, c'est de rajouter au-dessus d'Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes, un de nos actionnaires, vous l'avez rappelé, c'est de rajouter ce qu'on appelle des services managés et enrichir l'offre par rapport à celle qui existe. Alors, bien sûr, on n'a pas la prétention d'aller concurrencer ou terrasser sur leurs pieds les offres des hyperscalers qui sont extrêmement riches et qui sont le fruit d'une très très longue aventure maintenant. NuSpot, vous l'avez dit, c'est 1 année. Il y a 1 an, quand on a créé l'entreprise, on devait être 3. On est à peu près une centaine aujourd'hui. Et ça serait prétentieux et voire déraisonnable de pouvoir prétendre dire que l'on va pouvoir concurrencer la richesse fonctionnelle de ces acteurs. Mais c'est là où je voulais, j'allais dire, ajouter, il faut balancer. Il y a certes la richesse fonctionnelle des fonctionnalités, mais il y a aussi la sécurité des données. Et parfois, on fait un raccourci un peu trop fort en disant parions uniquement sur la recherche et j'allais dire, assumons le risque juridique ou le risque sur les données. Et il me semble que quand on parle de données de santé, honnêtement, j'allais dire, en termes de données de santé, en termes de données personnelles, il n'y a rien de plus critique. Le RGPD le consacre cela. On partage côté NuSpot le fait que les données de santé méritent de bénéficier du très haut niveau d'exigence. Et donc, on ne veut pas bloquer, bien évidemment, le système à aller emmener des personnes qui n'iraient que sur des choses pas très évoluées. On veut l'enrichir pour permettre j'allais dire, de contrebalancer et de voir l'avantage-risque, hein, comme on dit en médecine, je ne sais plus, c'est le bénéfice-risque entre la richesse fonctionnelle et la sécurité juridique qu'il peut y avoir. Et on essaie d'offrir ce meilleur bénéfice-risque pour l'ensemble de nos clients. Et concrètement, vous avez annoncé lors de ce premier anniversaire, en prenant de tous les partenaires, un lancement donc, concret de votre plateforme en mai 2024. Hein, donc là, on est sur la table ronde des chantiers importants de 2024. Donc, quelles sont ces priorités pour vous avec le lancement de cette plateforme en mai prochain? Oui, la pression est très grande. Et je la sens tous les jours un petit peu plus grande. Déjà, peut-être avant ça, indiquer que d'ores et déjà, on a une offre qui existe. Je vous l'ai dit, on s'appuie sur Outscale. Et donc, on a, nous, de notre côté, d'ores et déjà une offre SecNum Cloud. C'est-à-dire que les acteurs qui considèrent que leurs données sont sensibles et méritent de pouvoir bénéficier de ce haut niveau de qualification, ils peuvent d'ores et déjà venir chez NuSpot. Et il y a eu quelques annonces qui ont été faites, on y reviendra peut-être, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est disponible. Mais la promesse de NuSpot, ce n'est pas de vendre de l'Outscale, c'est de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ça arrive en mai prochain. Sans trop rentrer dans le détail, c'est des services managés, donc c'est du cube managé, de l'OpenShift managé, de la base de données managée. En fait, ce sont des fonctionnalités qui aujourd'hui n'existent pas en tant que qualification SecNum Cloud et que nous avons identifiées comme étant en fait les fonctionnalités les plus importantes ou les prioritaires à mettre à disposition des clients pour pouvoir développer des services. Donc c'est ça qui arrive au mois de mai et qui est effectivement attendu.
il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Je vois que le thème aujourd'hui tourne beaucoup autour de l'intelligence artificielle. DocaPost a annoncé en octobre dernier un POC, je ne sais pas si Dominique l'a évoqué ce matin, mais un POC sur l'IA. Ça le sera cet après-midi lors de l'atelier. Alors, je ne vais peut-être pas spoiler l'atelier, mais c'est de l'intelligence artificielle avec de l'IA générative et qui accède forcément aux données les plus confidentielles, aux dossiers de santé. Et donc, DocaPost et nous, bien évidemment, nous estimons qu'à partir du moment où on met ces données-là à ingérer à une intelligence artificielle, alors ça doit bénéficier d'un très haut niveau de confidentialité. Personne ici, j'imagine, ne serait ravi qu'à l'occasion d'une intervention, en fait, les données de santé, ses propres données de santé, soient mises à un endroit qui ne soit pas suffisamment sûr. Donc on va développer ce genre de choses, des cas d'usage, au-delà des briques technologiques que j'ai évoquées, qui ne passionnent pas grand monde, mais qui sont indispensables pour les techniciens pour développer des applications. Il y a des verticales usages que nous sommes en train de développer et avec des partenaires, on se positionne là-dessus. On a un très très bon accueil et on est en train de monter un réseau de partenariats. Pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une matinée réunissant nos partenaires. On avait une 60aine de personnes et 50 entreprises qui sont venues pour partager, pour qu'on puisse partager avec eux effectivement notre roadmap et notre philosophie et ce que l'on souhaite. Et on voit que ça recueille un accueil plutôt favorable, très favorable, je vais dire comme ça. Merci Alain et merci d'avoir souligné également l'importance de parfois de ces couches qu'on ne voit pas trop, mais qui a besoin d'être structurées pour proposer ce type de solution. On va continuer avec les chantiers étatiques, Jérôme, parce que je sais que tout le monde ici se réveille en lisant le journal officiel, donc on va se tourner vers vous. Et là, bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà là l'année dernière et celle d'avant, je crois d'ailleurs aussi. Et la deuxième feuille de route du numérique en santé donc, souffle sa première bougie. Et on voulait savoir un peu où on en était des sujets déjà lancés pour cette année et peut-être les priorités aussi de la DNS. Oui, comme tu l'as dit, Wassimia, en gros, l'année dernière, on a mis à jour la feuille de route du numérique en santé. Pour nous, au ministère, c'est super important que de donner aux acteurs de l'écosystème avec lesquels on travaille au quotidien une sorte de cap ou de vision priorisée des actions qui vont être les nôtres, celles des acteurs de la puissance publique, pendant au moins 5 ans. Et donc pour ça, on a concerté très largement l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur le terrain pendant tout le premier trimestre de l'année dernière et on a publié au mois de mai cette nouvelle feuille de route du numérique en santé. Concrètement, c'est le même principe, c'est de se dire, les acteurs publics, on fait notre travail, on fixe les règles, on met un cadre pour le développement des usages du numérique en santé et on met à disposition des acteurs industriels, des acteurs du système de soins, des solutions et des services qui vont leur permettre de mieux faire leur travail. Notre objectif, c'est vraiment, et c'est le slogan de cette feuille de route, de mettre le numérique au service de la santé. Ce qui a été notre principale préoccupation ces derniers mois, ça a été de poursuivre les travaux qui ont été lancés, notamment dans le cadre du programme Ségur, où vous savez que ça va faire 2 ans qu'on a investi massivement pour mettre à jour les logiciels qui sont utilisés au quotidien par les soignants et pour permettre quelque chose de simple, qui est le partage fluide et sécurisé des données de santé, d'abord avec le patient. D'abord avec le patient, pourquoi ? Parce qu'il nous paraît absolument indispensable dans la construction des usages du numérique en santé de s'assurer que systématiquement ce soit l'usager, le citoyen qui ait la main sur ces données de santé. C'est ça aussi notre manière à nous de garantir aussi bien l'éthique que la souveraineté de notre environnement. C'est de s'assurer qu'à la fin, les données de santé des patients sont gérées de manière collective dans le cadre qui est fixé par la loi et pas de manière obscure par des CGU illisibles par tout à chacun. Donc, un des gros chantiers de 2023, ça a été de très largement déployer ces logiciels auprès des soignants pour qu'ils envoient systématiquement une copie des données des patients dans mon espace santé. Où est-ce qu'on en est au moment où je vous parle? On envoie tous les mois 18 millions de documents. C'est des ordonnances, des comptes rendus d'examen de biologie, des lettres de liaison de sortie aux patients à la sortie de leur épisode de soins. Donc, pour donner quelques éléments d'ordre de grandeur, c'est 2 fois plus que ce qui a été fait en 15 ans dans le cadre du DMP. Donc, aujourd'hui, tous les mois, on fait 2 fois plus que ce qui a été réalisé en 15 ans. Donc, collectivement, acteurs de santé, patients, industriels du secteur, sociétés engagées dans les enjeux du numérique en santé, on a collectivement passé un cap. Et pour donner un autre ordre de grandeur et pour vous dire un petit peu justement quelles sont nos préoccupations pour la suite, c'est à peu près un document sur 2 qui est produit
en France qui est envoyé aux patients dans mon espace santé. Maintenant, nos challenges pour l'année à venir, c'est tout d'abord, et Mostafa l'a dit, les enjeux de la cyber. En gros, tout ce dont on s'est parlé ce matin, les usages qui nous donnent envie, qui nous font rêver. Quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, ils voient bien l'espoir qui est associé. On fait des enquêtes régulières. D'ailleurs, on publie une nouvelle enquête sur les Français et le numérique en santé la semaine prochaine. Vraiment, il y a cette appétence, il y a cette envie d'y aller, mais il y a aussi ces inquiétudes, deux inquiétudes. Une individuelle sur la sécurité de mes données, en gros, qu'est-ce qui va leur arriver, et aussi une qui est plus collective, qui est, est-ce qu'en développant ces usages-là, on n'exagère pas les inégalités d'accès à la santé. Donc ça, nous, c'est notre boussole. Ce que pensent les citoyens du numérique en santé, c'est vraiment ce qui nous permet de driver nos actions au quotidien dans le cadre de la feuille de route. Et c'est pourquoi, priorité numéro 1 en 2024, c'est la cyber. Ça fait 1 an qu'avec les collègues de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et l'ANS, l'Agence du numérique en santé, on mène des audits de sécurité dans tous les établissements de santé. Et il n'y a pas d'autre mot que vous dire que la situation elle est alarmante. Le niveau de sécurité de nos systèmes d'information hospitaliers nécessite qu'on se retrousse les manches, mais vraiment, vraiment, et qu'on mette en place un plan de rattrapage pour renforcer la sécurité des données des Français lorsqu'ils sont pris en charge en établissement. Et donc pour ça, on a lancé à la fin de l'année dernière un plan qu'on appelle CARE, Cyber, Accélération et Résilience des établissements. C'est déjà 200 millions d'euros qui vont être dédiés à cette question-là et on espère pouvoir investir jusqu'à 700 millions d'euros jusqu'à la fin de l'année 2027 pour s'assurer qu'on ait vraiment collectivement rehaussé le niveau de sécurité de nos systèmes d'information hospitaliers. Deuxième préoccupation, deuxième priorité de l'année 2024, c'est tout ce travail qu'on a fait pour rendre les données de santé aux patients, s'assurer aussi que cette donnée elle puisse être utile dans le contexte du soin, qu'en plus de me redonner la main sur mes données de santé, elles me permettent aussi d'être mieux soignée. Et donc pour ça, c'est permettre aux professionnels de santé d'accéder aux documents qui sont dans mon espace santé à des fins de soins, de prise en charge. En gros, je suis un médecin dans mon cabinet, je vois un patient que je n'ai pas vu depuis longtemps ou que je vois pour la première fois. Je me connecte sur mon logiciel et en intégré dans mon logiciel, j'ai une petite pastille en haut de l'écran qui me dit « Ah tiens, il y a des nouveaux documents de santé qui sont pertinents ». Pas juste il y en a des nouveaux et il y en a plein, mais bien ceux qui sont pertinents pour la prise en charge de ce patient-là. Ce sujet, on y travaille depuis plus de 6 mois maintenant avec les industriels et avec les collègues de l'assurance maladie notamment, pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer l'accès à cette information-là pour les soignants, pour que ces données de santé permettent d'être mieux soignées. Et c'est le cœur de ce qu'on appelle, nous, la vague 2 du Ségur. Et donc, ces travaux qui sont en cours pour, de nouveau, déployer sur le terrain des logiciels qui permettent l'accès des professionnels aux données de santé dont ils ont besoin pour mieux soigner. Donc ça, c'est notre deuxième préoccupation majeure pour l'année 2024, c'est continuer à travailler avec les acteurs de l'écosystème pour déployer massivement ces logiciels. Et enfin, troisième préoccupation, on en a beaucoup parlé cette matinée, il y a en ce moment même des négociations au niveau européen sur ce qu'on appelle le règlement EHDS pour European Health Data Space, qui grosso modo va réguler le secteur du numérique en santé un petit peu comme une sorte de RGPD sectoriel pour le numérique en santé. Dans les grands éléments de l'année, à part les JO, il y a les élections européennes et on veut tous faire passer ce texte avant les prochaines élections pour garder un petit peu une forme de certitude sur le contenu de ce règlement, puisqu'il y a, vous le savez, beaucoup d'incertitudes sur les résultats des élections européennes en début d'année. Et donc, en gros, mettre les bouchées doubles pour s'assurer que le texte sorte, mais pas n'importe quel texte, un texte qui nous permette collectivement d'avoir un vrai marché unique du numérique en santé, un texte qui permette de renforcer le droit des patients sur leurs données de santé et un texte qui permette d'accélérer la réutilisation secondaire des données de santé qui servent vraiment aux différents cas d'usage que vous avez entendus toute la matinée, que ce soit l'intelligence artificielle, la personnalisation des soins ou même la recherche, l'innovation à l'hôpital. Voilà, j'ai essayé d'être super rapide, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais nos 3 grandes priorités pour le début de cette année 2024. Et là, vous l'avez fait surtout avec enthousiasme, ce qui était parfait pour donner ces priorités. Ça va pas être de tout repos, hein. Voilà. Comme d'habitude. Une année comme celle d'Alain qui risque d'être assez chargée, mais je crois que la vôtre, Adono, va être également chargée, puisque vous êtes la nouvelle présidente de l'Agence numérique en santé.
Il y a eu donc en décembre dernier une assemblée générale de l'ANS où 4 axes prioritaires ont été donc fixés par rapport à la feuille de route. Vous en avez également parlé, la prévention, la prise en charge et l'accès à la santé. Et puis lorsqu'on a préparé la table ronde, vous m'avez dit « je veux apporter un regard critique sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien ». Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces axes prioritaires sous votre présidence et cette exigence que vous m'avez évoquée? Merci beaucoup. Alors, vu l'heure, promis, moi je suis la dernière porte, si j'ai compris, avant le déjeuner. Donc, on va faire dans le courant. D'abord, une certitude, bien sûr, on n'y reviendra pas vu tout ce qui s'est passé ce matin. Le numérique en santé est et sera de plus en plus, c'est plus une option, c'est une réalité, donc il n'y a pas de souci là-dessus. 2 particularités du numérique, avant de répondre directement à votre question. La première particularité, c'est que le numérique, ça va vite, les technologies, ça va vite. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression que l'horloge temps n'est pas la même pour tous les acteurs. D'un côté, on a à la fois, tour à tour, des industriels, un écosystème excessivement créatif, et on peut s'en réjouir en France, des professionnels de santé, des patients qui ont envie que tout aille vite, 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 vite. Et de l'autre côté, on a tout un système de régulation, d'administration juridique, etc., etc. Et parfois, des pratiques professionnelles et des patients qui, eux, à l'inverse de tout à l'heure, dans un sens ou dans l'autre, disent « bon, ben d'accord, mais il faut que tout ça, on ait le temps de s'adapter ». Et puis la deuxième particularité, c'est que le numérique en santé, il casse tous les cadres habituels. Et à partir du moment où ça casse les cadres, ça veut dire que c'est totalement disruptif. Et comme c'est disruptif, ça veut dire que, là encore, il y a un ajustement qui est à donner. Parce que d'un côté, on a un code de la santé publique qui est ce qui est du temps où il n'y avait pas de numérique, si je peux dire, des organisations de soins, des modèles économiques. Et donc, c'est ce qu'on a entendu tout au long de la matinée. Donc, c'est tous ces points-là qui font qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on se penche sur tout ça de manière peut-être plus rapide. Mais néanmoins, il faut que tous les acteurs comprennent aussi qu'il faut du temps au temps. Ça a été redit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que fait l'agence du numérique au milieu de tout ça? La partition, elle est donnée. Elle est donnée, c'est la feuille de route. Ça a été dit par tous les acteurs. Et heureusement qu'on n'a pas une autre feuille de route au milieu d'une feuille de route. Donc, les objectifs sont tracés, ciblés, c'est bien, on sait où on va. Et donc ça, tous les acteurs reconnaissent que cette feuille de route, c'est un vrai progrès. Donc nous, on a 4 priorités, et ces 4 priorités s'insèrent bien évidemment dans la feuille de route. La première, c'est de rendre les services interopérables et performants. Interopérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas que du point de vue technique, mais néanmoins, c'est qui parle à qui, on est sûr, qui, chez les médecins, chez les patients, dans les structures aussi, dans les délégations des structures, enfin c'est hyper compliqué, et du coup tout ça, ça fait pas mal pour faire tous ces éléments d'annuaire, si je peux dire, ça fait beaucoup de référentiels et de normes, même si je sais que le mot n'est pas au goût du jour, mais n'empêche que c'est une réalité. Et donc pour ça, je voudrais franchement remercier les équipes, parce que tout à l'heure vous avez parlé, Jérôme, de couches qui ne se voient pas. Eh ben, l'agence numérique en santé, c'est beaucoup de couches qui ne se voient pas. Mais si les couches ne tiennent pas au-dessus, c'est même pas la peine, ça ne tiendra pas non plus. Donc franchement, merci aux équipes et à la directrice générale qui les pilote. Ensuite, il faut que ce soit performant, ces services, interopérables et performants. Performants, et là on a parlé, donc je ne vais pas trop en rajouter, mais c'est toute la question des usages, en fait. Donc on arrive sur le Ségur 2, et donc maintenant ce qu'il faut, c'est, maintenant qu'il y a des données, ça veut dire qu'il faut les exploiter et les rendre de plus en plus exploitables. À titre personnel, je rêve de 2 choses, d'une prévention personnalisée, mais vraiment personnalisée, et à faire tourner une intelligence artificielle dans l'espace santé pour qu'on puisse avoir chaque patient, que l'on est, chaque citoyen, une prévention personnalisée, et à l'identique, mais ça a été évoqué moult fois, au niveau des professionnels de santé qui vont se retrouver avec une avalanche, parce que maintenant les tuyaux marchent, et là l'a dit, avec une avalanche de données. Donc à un moment donné, eux, il faut qu'ils aient de l'ergonomie, et là pareil, il y a des sociétés qui font ça très bien, en faisant tourner de l'IA, mieux que la synthèse, entre guillemets, qui est aujourd'hui disponible dans le DMP, qui est une synthèse médicale, mais qui est un PDF avec tout plein d'éléments. Il faut un truc très court, etc. Donc tout ça peut se faire. Après, bien évidemment, la deuxième priorité, c'est de faciliter les soins qui sont non programmés. Question d'urgence et soins non programmés, c'est une vraie chose importante. Et ce qui paraît idiot, c'est que, moi j'ai découvert quand même qu'on n'était pas aujourd'hui capable, donc c'est une priorité pour l'agence, à avoir la totalité de l'offre de soins dans un territoire.
Il y a des... Alors évidemment, tout le monde connaît les CHU, les hôpitaux, etc. Mais il y a des tas d'autres structures qui interviennent dans le soin, et ceux-là, ils ne sont encore pas dans les fameux annuaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une grosse priorité. Programme CARE, ça a été dit, souvent, c'est ce qu'on dit, l'éléphant dans la pièce. Donc, oui. Et puis, nous, maintenant, il faut aussi que l'agence développe des processus internes qui soient plus simplifiés. Parce que pour les industriels et pour tous ceux qui font appel au service de l'agence, ça veut dire des guichets uniques, faciliter la vie de tout le monde, quoi. Donc, jusqu'à maintenant, on raisonnait plus, si j'ai bien compris, par mode de choses, par référentiel, certificat, etc. Sauf que tout ça, c'est fait par un industriel. Donc, maintenant, il faut qu'on se tourne par industriel ou par acteur et non plus par produit. Donc c'est un positionnement différent au niveau de l'agence. Voilà. Donc en 2 mots, s'il fallait résumer 2 mots, les priorités de l'agence, déployer, sécuriser. Voilà. Écoutez Isabelle, d'abord merci pour votre synthèse et d'avoir tenu ce timing qui était court.